Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 8e vidéo sur le langage Swift qui va concerner les fins des bases que l'on a vues précédemment dans les autres vidéos. Je vais donc faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu et en profiter pour introduire de nouvelles choses que nous n'avions pas vues avant pour des raisons de simplicité. Donc la première vidéo concernait les variables et les types. Donc pour résumer, une variable se déclare avec le mot-clé var, une constante avec le mot-clé let. Pour affecter une valeur à une variable, on utilise le signe égal. Une variable ou une constante peut être de différents types, int pour un nombre entier, string pour une chaîne de caractères, float pour un nombre à virgule, etc. On peut mentionner le type de la variable implicitement, donc c'est-à-dire sans le mentionner, en mettant directement le nom de votre variable affectée à la valeur, mais on peut aussi le mentionner explicitement. Dans ce cas, il faut faire suivre le nom de votre variable ou de votre constante par deux points suivis du type et ensuite égale la valeur que vous affectez à cette variable. Je vous rappelle que les points-virgules sont facultatifs en Swift, mais vous pouvez les mettre si vous le désirez. Et enfin, pour afficher quelque chose à la console, on utilise la fonction print. La fonction println, println, que l'on a vu dans la première vidéo, n'existe plus depuis l'arrivée de la version 2 de Swift. Dorénavant, il faut utiliser la fonction print qui exécute un retour à la ligne automatiquement. La deuxième vidéo concernait les opérateurs et la concaténation. Nous avons vu qu'il existe 5 opérateurs de calcul, le plus pour l'addition, le moins pour la soustraction, l'étoile pour la multiplication, la barre oblique, autrement dit le slash pour la division, et le signe du pourcentage pour le modulo représentant le reste d'une division. Rappelez-vous que grâce aux parenthèses, on peut définir un ordre de priorité entre les calculs. Si vous ne mettez pas de parenthèses dans un long calcul qui contient plusieurs opérateurs, alors c'est le langage qui va se charger d'exécuter les priorités de calcul. On peut concaténer deux variables avec le signe plus uniquement si elles sont de type string. Si elles sont d'un autre type, on doit les concaténer avec l'autre syntaxe qui est d'écrire un anti-slash suivi d'un couple de parenthèses et dans ces parenthèses, votre variable. Je vous rappelle que sur un clavier Mac, l'anti-slash se fait avec la touche Alt majuscule plus la touche du slash. Et enfin, on a vu un élément de conversion. Pour convertir un élément en une chaîne de caractères, on peut utiliser la fonction string. Il suffit de mettre l'élément dans les parenthèses de la fonction string pour qu'il soit converti. La troisième vidéo concernait les conditions. Nous avons vu les structures conditionnelles. Nous avons vu le if-else, si il se passe quelque chose, alors il se passe cela, sinon il se passe autre chose. Le if, else, if et else, qui était s'il se passe quelque chose, alors il se passe cela, sinon s'il se passe une deuxième chose, alors il se passe cela, et sinon il se passe la dernière chose. Nous avons également vu le switch, qui permet de switcher une variable et de traiter plusieurs cas appartenant à cette variable. Par exemple, on peut switcher un nombre et donner une action dans chaque cas du nombre. Si le nombre vaut 1, alors on fait telle chose. Si le nombre vaut 2, alors on fait telle chose. Si le nombre vaut 3, alors on fait telle chose, etc. etc. Le switch nous permettait d'éviter d'écrire plusieurs fois la structure if, else if et else. Enfin, nous avons vu la condition ternaire avec les opérateurs ternaires point d'interrogation et les deux points. Je vous rappelle qu'il faut utiliser la condition ternaire avec modération car elle rend le code illisible lorsqu'elle est trop utilisée. Abordons maintenant le point où je vais vous donner quelque chose de nouveau. On a vu que pour combiner des conditions, on utilisait des opérateurs booléens. Il y a le et, qui s'écrit avec deux et commerciales, qui s'exécute uniquement lorsque les deux conditions sont vraies, c'est-à-dire si l'une est vraie et que l'autre est vrai aussi. Et nous avons vu le ou avec deux pipes que vous pouvez faire sur le clavier Mac avec la touche Alt majuscule plus L qui s'exécute lorsqu'au moins une des deux conditions est vraie. Et là, nous allons voir un troisième opérateur booléen, le point d'exclamation, qui va nous permettre de tester si un booléen est vrai ou non. C'est une connaissance complémentaire à l'utilisation des booléens dans la combinaison de conditions. Voyons maintenant un exemple du point d'exclamation. Supposons qu'on ait une constante qu'on appelle membre, qui définit si on est membre d'un club ou non, qu'on initialise à false. Donc c'est un booléen qui vaut faux. Et écrivons une structure conditionnelle qui va afficher si oui ou non on est membre. Une première chose à faire serait d'écrire ceci. Si notre constante membre est égale à true, donc le double égal pour tester l'égalité, alors on affiche vous êtes membre du club. Sinon, on affiche vous n'êtes pas membre du club. Parce que dans l'autre cas, ça veut dire que notre constante membre est égale à false. Donc voilà ce que ça donne. Si je teste mon programme, il va y avoir affiché vous n'êtes pas membre du club. Parce que ma constante membre est à false. Or, il faut qu'elle soit à true pour que je sois membre. J'exécute le programme et il s'affiche vous n'êtes pas membre du club. On aurait également pu tester si membre est égal à false au lieu de true. Ça n'aurait pas trop de sens, mais on peut très bien mettre à la place de true, ici false, comme ça. Et dans ce cas, il s'affiche vous êtes membre du club. Je teste, il s'affiche bien que je suis membre du club. Mais revenons à true, et je vais maintenant vous montrer une autre façon d'écrire cette condition. Lorsqu'on teste une constante ou une variable étant un booléen, on n'a pas besoin de tester s'il est égal à true ou à false. On peut directement le tester lui-même.
c'est-à-dire que l'on n'a ni besoin du trou, ni du double égal. Et donc ça c'est une syntaxe assez particulière car elle est propre au booléen, il n'y a qu'avec une variable ou une constante de type booléen que l'on peut faire ça. Donc lorsqu'on écrit if membre, eh bien en fait on teste si la variable membre est vraie. Je peux exécuter cette portion de code, il va m'afficher « Vous n'êtes pas membre du club ». Donc vous voyez bien que ça fonctionne. Lorsqu'on écrit if notre variable qui est un booléen, on va tester tout simplement si elle est vraie. Inutile de mettre le double égal suivi de true ou false. Mais ici, nous testons si notre variable membre est vraie. Évidemment, il y a un moyen de tester si notre variable membre est fausse. Et c'est là qu'intervient l'opérateur booléen, point d'exclamation. Cet opérateur correspond au non booléen. Nous avons le et, le ou, et bien il existe aussi le non qui se caractérise avec le point d'exclamation. Et ce point d'exclamation, vous l'avez en quelque sorte déjà vu. En effet, lorsque l'on teste une égalité, par exemple ici j'avais mis membre égal à true, si on avait voulu tester avec false, eh bien on aurait mis membre différent de true, et pour ça on aurait mis un point d'exclamation avant le égal. Et ça signifie si membre est différent de true, c'est-à-dire si membre est faux, alors on affiche vous êtes membre du club. Mais évidemment, il y a encore un moyen plus court d'écrire ça, et c'est de mettre l'opérateur booléen point d'exclamation directement avant notre booléen. Ce qui donne, j'efface le true suivi de l'égalité, et je place le point d'exclamation juste avant ma variable. Et voilà. If point d'exclamation membre signifie si non membre, ça veut dire si membre n'est pas vrai, donc si membre est faux. Et comme là il est faux, il va s'afficher vous êtes membre du club. Je teste le programme et il s'affiche vous êtes membre du club. Si dans ma variable membre je mets true, eh bien il va s'afficher que je ne suis pas membre du club, car je teste d'abord si ma variable est fausse, et comme elle est vraie, elle va exécuter l'action qui se trouve dans le else. J'exécute le programme, et il devrait s'afficher « Vous n'êtes pas membre du club ». Ce qui est bien le cas. Donc pour résumer, on a vu un nouvel opérateur booléen, l'opérateur non, qui correspond au point d'exclamation, et qui permet de tester l'opposé d'un booléen. Donc quand on écrit if suivi de notre booléen, ça veut dire qu'on teste s'il est vrai, et quand on écrit if suivi d'un point d'exclamation et de notre booléen, ça veut dire qu'on teste s'il est faux. Ensuite, dans la quatrième vidéo, nous avons vu les boucles, donc on a vu 4 types de boucles, la boucle while, la boucle repeat while, donc c'était la boucle do while que j'ai expliqué dans ma vidéo, mais à l'époque la version 2 du langage Swift n'était pas sortie, mais maintenant la boucle do while s'appelle repeat while. Donc à la place du mot-clé do, vous mettez repeat. Ensuite, on a vu la boucle for, avec ses 3 étapes, l'initialisation, la condition et l'incrémentation ou la décrémentation, et enfin la boucle for in. Dans la 5e vidéo, nous avons vu les tableaux et les dictionnaires. Nous avons vu qu'un tableau permet de stocker tout un tas d'informations, qu'il en existe 2 types, les tableaux numérotés et les dictionnaires. Un tableau numéroté contient des éléments d'un même type qui sont rangés selon des indices, alors qu'un dictionnaire n'est pas numéroté. C'est à nous de définir l'indice des éléments, qui n'est d'ailleurs pas obligé d'être un nombre. C'est pour cela qu'on parle de clés et non d'indices lorsqu'on est dans un dictionnaire. Je vous rappelle qu'on peut parcourir les tableaux avec des boucles, notamment la boucle for in qui est très efficace, et on peut également ajouter ou modifier des éléments. Je vous renvoie à la vidéo sur les tableaux pour plus de détails. Il existe aussi une 3e sorte de tableau qui est plus une collection d'objets, c'est le tableau set, mais j'en parlerai en temps voulu. Dans la dernière vidéo sur les bases du langage Swift, nous avons fini par les fonctions. Une fonction permet d'exécuter une portion de code et peut retourner une valeur d'un certain type. Nous avons vu plusieurs déclarations de fonctions. Une fonction sans paramètres, une fonction avec paramètres qu'on place dans les parenthèses après le nom de notre fonction, une fonction qui retourne une valeur, où l'on écrit une flèche après le couple de parenthèses suivi du type que l'on retourne, la flèche se fait avec un tiret et un chevron fermant, puis nous avons vu comment passer une fonction comme paramètre d'une autre fonction. Évidemment, je vous déconseille de faire cette dernière chose. Je préférais pour cela qu'on utilise la fermeture, qui est une seconde alternative pour passer une fonction comme paramètre, et qui est beaucoup plus adaptée car on fait directement passer un bloc avec la définition de la fonction, et non plus seulement l'entête, comme on le fait dans la première alternative qui peut être très confuse. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le récapitulatif des bases. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée. Dans la prochaine, nous allons commencer, ou plutôt vous allez commencer, à créer le jeu du juste nombre à la console sous Xcode. Je vous donnerai toutes les consignes bien évidemment. Et ensuite, nous pourrons commencer la 10e vidéo qui portera sur la première partie de la programmation orientée objet en Swift. En attendant, je vous dis à bientôt.